Chères mesdames, chers messieurs, je suis vraiment très heureuse d'être donc avec vous pour cette école du management des ressources humaines, dont je crois l'esprit vraiment au cœur de ce que nous cherchons à promouvoir en termes d'expérience, en termes de partage et surtout sur la manière d'améliorer collectivement nos pratiques en ressources humaines. Alors, je ne suis pas la directrice des ressources humaines de la fonction publique, même si mes attributions ressemblent à ce que font les directeurs des ressources humaines. Mais en tout cas, très heureuse d'être connectée avec vous. Et merci aussi à tous les intervenants issus des administrations ou d'entreprises privées qui permettent d'alimenter les échanges que vous avez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je comprends que vous avez un programme de travail sur le management dans l'incertitude. Comment derrière des inquiétudes, des tensions, on peut révéler des opportunités et comment dans un pays qui fait face à une triple crise, nous sommes capables de redonner du sens, des perspectives et de capitaliser au fond sur aussi le sens que peut procurer la crise à certaines missions pour garder un niveau d'engagement des équipes qui soit à la hauteur des missions à conduire. Ce que j'observe, c'est que la crise sanitaire a, d'une certaine manière, déjà créé des opportunités. Bien sûr, nous n'avons pas souhaité cette crise, mais comme le dit Churchill, il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Je ne sais pas si la crise est bonne. Elle a néanmoins, par les contraintes qu'elle a générées, amené déjà beaucoup de changements qui sont des changements, je pense, que nous devons rendre durables. Je pense notamment à des circuits de décision plus courts, à des décisions prises plus proches du terrain, à un travail aussi plus coopératif, ou en tout cas renforcé encore avec les collectivités territoriales, avec les entreprises, avec la société civile. Et on voit que derrière ces innovations, ces modes de fonctionnement différents, les managers ont eu un énorme rôle à jouer pour donner des marges de manœuvre, libérer aussi du temps par rapport à des tâches qui peut-être étaient devenues obsolètes ou moins importantes, continuer de trouver des solutions à des problématiques individuelles ou collectives et chaque fois se réinventer dans ces options managériales. Et je crois que le télétravail notamment, on l'a vu ces dernières semaines, a également été une opportunité sous la contrainte de repenser son management et son action. Je crois qu'il sera très important, quand l'incertitude est là, de savoir aussi capitaliser sur ce qui a été expérimenté sous la contrainte, certes, mais qui apporte du positif. Capitaliser sur ces agents publics qui, de plus en plus, sont mis en condition de devoir s'adapter, certes dans des temps courts, mais toujours revenir au sens premier de leur mission, celui de servir leurs concitoyens, celui d'apporter des solutions, celui d'être, au fond, au service de l'intérêt général plus que jamais. Je crois aussi que la crise a montré que dans les structures managériales, dans les structures d'encadrement, on pouvait travailler différemment, on pouvait aller chercher des expertises, du soutien en dehors des propres silos ministériels, en dehors des tuyaux d'orgue qui souvent, trop souvent d'ailleurs, et trop malheureusement, encadrent, voire contraignent l'action collective. C'est vrai que la transformation de l'action publique, avant même la crise sanitaire, était une priorité du gouvernement, elle est d'autant plus aujourd'hui. La création même de mon ministère, je crois, a posé un acte fort en mettant sous le même toit trois briques de notre action publique: la gestion des hommes et des femmes, la DGFP, la stratégie que nous voulons avoir dans le service que nous voulons rendre aux usagers, aux entreprises, la DITP, et les outils numériques, comme au XXIe siècle, eh bien, on a les outils de ces moyens, de ces ambitions. Et donc, en mettant le numérique, la stratégie vis-à-vis des usagers et les hommes et les femmes qui vont vivre chaque jour la République, il y a, je crois, aujourd'hui une opportunité unique, dans une incertitude qui est grande, de néanmoins se donner des lignes de fuite, se donner des perspectives et avancer. En matière de ressources humaines, je suis absolument convaincue que tout ce qu'on décrit comme parfois les lourdeurs, les contraintes aussi de la gestion des hommes et des femmes dans la fonction publique a une clé non pas magique, mais une clé en tout cas qui me semble assez presque unique, qui est le rôle du management et de l'encadrement. Avoir la capacité, dans des temps incertains, dans des temps où le moyen terme peut être perçu comme tellement ouvert, tellement les scénarios pour y arriver sont nombreux, avoir la capacité de mobiliser, d'engager, d'écouter des hommes et des femmes en étant auprès d'eux, des managers qui croient à l'individu, non pas par individualisme, mais parce que chacun a des choses à apporter, une diversité à apporter, un point de vue à apporter, une expérience qui peut être valorisée, c'est, je crois, essentiel. En un mot, la mission que j'aimerais partager avec vous, c'est que dans des temps d'incertitude, plus que jamais, nous devons humaniser
notre gestion des ressources humaines. Nous devons comprendre ce que chacun des hommes et des femmes qui travaillent dans les équipes ont comme ressources, mais aussi comme fragilité, ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, fragilité qu'il faut accompagner. Et si on a cette ligne-là, je pense que beaucoup des contraintes de l'incertitude peuvent devenir des opportunités. Alors, on peut bien sûr ici échanger sur les outils de la loi de 2019. Elle fournit des souplesses, elle fournit des nouveaux outils, elle permet, je crois, d'humaniser, d'individualiser, de suivre, d'accompagner et au fond de créer une nouvelle relation entre les administrations et les agents via notamment un rôle managérial accru. C'est cette transformation publique aussi, et je le sais, parfois une source d'inquiétude parce que comme tout changement, il va amener les repères, les points fixes à être perturbés. Donc bien sûr, on le voit, il nous faut accompagner les managers pour qu'ils soient armés, notamment pour répondre aux questions et aux nouvelles incertitudes que le changement peut amener. C'est pourquoi nous allons donner de plus en plus d'opportunités à chacun de développer ses compétences, notamment pour accroître les compétences de leadership, d'engagement, d'accompagnement. Opportunité aussi de savoir gérer des remises en question individuelles ou collectives pour que les pratiques managériales puissent évoluer, pour que le service que l'on rend aux usagers puisse évoluer en se posant des questions sur soi-même. Et aussi l'opportunité, et ça je crois que c'est aussi ce que les Français attendent de nous, l'opportunité de faire un retour d'expérience lucide sur ce que nous avons vécu et sur la manière de rendre plus résilientes nos administrations. Et un facteur de résilience, on le voit, c'est la diversité des profils, la diversité des expériences, et que face à des crises, face à des incertitudes, il y ait plus de points de vue différents qui puissent s'échanger et donc amener à des solutions peut-être perçues comme innovantes, mais qui auront une force, celle de pouvoir réunir autour d'elles. J'ai une forte conviction, c'est que si on donne sens, confiance et assurance aux hommes et aux femmes qui sont nos bras, les bras de la République, nous sommes tout à fait capables de faire face à ces temps d'incertitude et donc d'avancer. La stratégie pour moi, c'est vraiment d'être dans cette qualité de l'accompagnement individuel, dans cette capacité à redonner du sens, redonner de la confiance, redonner de l'assurance. Je le vois en me déplaçant sur le terrain, dans des équipes parfois composées d'hommes et de femmes dont les métiers sont méconnus, parfois pas valorisés. Tous et toutes me disent, cette crise, au fond, nous rend fiers de ce que nous faisons. Nous retrouvons le sens de nos missions. Alors bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr, c'est incertain. Bien sûr, les risques sanitaires sont grands. Bien sûr, il faut qu'on fasse différemment. Bien sûr, parfois, ça nous remet en question, mais on se sent fier de ce qu'on fait. Plus largement, dans ce retour d'expérience que nous aurons et que nous commençons déjà à faire sur cette crise que nous continuons de vivre, nous voyons bien qu'il nous faut repenser les organisations de travail, les lieux de travail, les modalités de travail. Le télétravail, à ce titre, est une modalité nouvelle sur laquelle nous avançons, je crois, tous avec beaucoup d'énergie. Ça demande des équipements, des investissements, des formations. Ça demande aussi un dialogue social assez renouvelé. Je le mène à mon niveau, vous savez, chaque semaine avec les 9 organisations syndicales de la fonction publique. Chaque semaine, nous faisons le bilan des difficultés qui remontent, des perspectives à donner, en essayant de construire autour du sens de la mission du service public et en faisant confiance chaque fois aux agents, en rappelant aussi aux managers leurs obligations. Les modalités de travail, c'est aussi les tiers-lieux. C'est aussi la capacité de donner à ce que les hommes et les femmes qui travaillent pour la République puissent aussi avoir des espaces de travail qui ne soient peut-être pas exactement ceux de leur ministère. C'est aussi les outils numériques, être capable de créer de l'interopérabilité. Beaucoup de services aujourd'hui sont composés d'hommes et de femmes qui ont des origines administratives différentes. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable que leurs outils de travail soient à ce point différents et amènent au fond une difficulté à travailler ensemble, quand bien même on remplit des missions qui par définition sont complexes et demandent de la diversité. Manager dans l'incertitude, c'est aussi être capable de bien s'entourer. Travailler avec tous les acteurs de l'action publique. Comme je le dis souvent, l'action publique ne s'arrête pas aux frontières de l'État, elle ne s'arrête pas non plus aux frontières des collectivités. L'action publique, pour être performante, doit être construite avec et pour les usagers, les entreprises, les collectivités, les associations. Face à l'incertitude, plus on est dans le consensus, la co-construction, l'écoute active de ceux pour qui on travaille, plus on sera capable, en temps réel, dans une démarche continue, de nous améliorer. Il me semble aussi important, enfin, que pour la suite, nous nous préparions collectivement, tous les cadres de l'État, tous les cadres des collectivités, du milieu hospitalier, à avoir une culture commune plus forte. Et nous sommes en train de travailler à un tronc commun de formation initiale pour tous les cadres de l'État qui nous permettent
autour de 5 thématiques qui me semblent essentielles aujourd'hui: la transition écologique, la transition numérique, les valeurs de la République, la relation à la science et la stratégie que nous pouvons avoir face aux inégalités et à la pauvreté. Sur ces 5 thématiques, que nous soyons magistrats, directeurs d'hôpital, commissaires de police, administrateurs territoriaux, bref, tous les métiers qu'on appelle des catégories de la haute fonction publique, les fameuses catégories A+, que l'on soit ingénieur, eh bien, que sur ces 5 thématiques-là, nous ayons des repères, des méthodologies, des réflexes communs pour que, notamment les équipes qui sont managées par les uns et les autres, reçoivent au fond aussi une doctrine commune et que nous puissions avancer ensemble. Cette culture managériale rénovée, avec ses formations, avec ses principes d'action, je crois, on le voit plus que jamais, repose 2 principes forts, la confiance et la responsabilité. Dire aux hommes et aux femmes que nous encadrons que nous leur faisons confiance dans leur capacité à résoudre les problèmes et que du coup, nous leur redonnons les clés de leur responsabilité. La responsabilité, c'est ce qui donne sens à ce que l'on fait, c'est ce qui donne aussi fierté de qui on est et de sentir qu'on a les outils en main pour répondre avec compétence aux difficultés qui se posent et apporter des solutions. Cette réflexion donc sur la confiance, sur la responsabilité, sur l'humanisation de notre politique de ressources humaines, et je crois ce dont vous allez parler aujourd'hui, cela demande de la résilience, cela demande de la souplesse, cela demande de l'engagement. Je sais que vous en êtes les premiers porteurs, je sais aussi que c'est beaucoup de temps, beaucoup de fatigue aussi après des mois très intenses, donc vraiment je voudrais vous remercier. Vous dire merci pour ce que vous portez, ce en quoi vous croyez. Et je crois que ce en quoi vous croyez tout d'abord, c'est l'intérêt général. Et je crois que c'était utile de vous le dire. On dit parfois que l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est de savoir ce que l'on ne sait pas et surtout de ce que l'on fait de ce que l'on ne sait pas. De ce qu'on va décider de faire à partir de nos incertitudes, à partir de nos fragilités. Déjà être capable de les nommer et être capable de les dépasser. Je vous remercie donc pour le travail que vous ferez en ce sens ensemble cet après-midi et dans les jours et les semaines à venir. Je vous remercie donc vraiment pour le travail quotidien qui est le vôtre. Et je dois malheureusement m'absenter car je dois me rendre au musée d'Orsay pour rendre hommage à un grand Français, à un grand réformateur, je crois un homme qui avait mis beaucoup de cœur dans la mission de servir la France, qui était le président Valéry Giscard d'Estaing, et dont la famille aujourd'hui reçoit les membres du gouvernement. Un moment, comme vous imaginez, qui sera sûrement plein d'émotions, mais qui nous rappelle aussi que servir l'État doit se projeter dans un temps long. On rappelle que certaines actions menées entre 1974 et 1981 ont mis du temps à être perçues par les uns et les autres comme des améliorations. Je crois que c'est aussi pour nous un rappel utile et bien du temps dans lequel nous nous inscrivons. Merci beaucoup, très bons travaux à vous et bien à bientôt dans vos différents services aux missions. J'aurai en tout cas la chance et le bonheur de vous voir en vrai. Bon après-midi.